Depuis plusieurs mois, l'équipe du musée de l'Ancien Évêché travaille sur un nouveau projet, l'exposition Histoire de savoir, l'Université Grenoble-Alpes 1339-2021. Un récit tout en couleurs qui retrace la passionnante histoire de l'Université de Grenoble, longue de près de 700 ans. La loi du 10 juillet 1896 réorganise l'Université de France en université régionale. Le territoire est désormais au cœur de la nouvelle Université de Grenoble. Des instituts, des laboratoires rattachés aux facultés des lettres, des sciences et de droit deviennent des lieux d'enseignement et de recherche avec les Alpes comme terrain d'étude. Quelques années auparavant, en 1892, un jardin alpin est créé par Jean-Paul Lachmann à Champs-Rousses sur le site de Roche-Béranger. Mais celui-ci est rapidement abandonné en raison des difficultés d'accès. Le botaniste choisit alors le site du col du Lautaret pour établir son nouveau jardin en 1899. Il est à nouveau déplacé en 1919 à son emplacement actuel suite à la construction de la nouvelle route d'accès au col du Galibier. Histoire de savoir, épisode 10, le jardin alpin du Lautaret. Aujourd'hui, remontons le temps pour revivre l'inauguration du jardin alpin et du chalet botanique du Lautaret le 5 août 1919. Pour cela, écoutons quelques extraits du discours de Marcel Mirande, professeur de botanique et directeur du jardin alpin du Lautaret. Ces extraits vous sont lus par M. Jean-Claude Vineau, professeur de lecture à haute voix à l'Université Inter-Âge du Dauphiné. Mesdames, Messieurs, le Lautaret a été longtemps pour les voyageurs simplement le col qui conduit de Loizan au Briançonnais. Mais ce coin de terre a été toujours une terre classique pour les botanistes. Notre illustre Villars, à une époque où les voyages n'étaient pas commodes, où l'on ne prévoyait ni les chemins de fer, ni la voiture automobile, victorieuse de l'altitude, est venu bien souvent, bravant les multiples fatigues, dénombrer ici les splendeurs de la nature alpine. Prairies, pâturages, éminences couvertes de verdure ou de rocailles, sommets arides, pelouses graveleuses ou de velours vert, ruisseaux et torrents courant dans tous les sens, lieux marécageux, lieux humides, etc. Par tout un ensemble de facteurs et de conditions biologiques assez complexes, ce coin de terre est doté d'une flore dont la magnificence est légendaire. Aucune localité dans les Alpes occidentales ne peut rivaliser avec le Lautaret pour la somptuosité florale de la prairie, pour la riche diversité de la flore des sommets. De nos jours, grâce à la facilité des moyens de communication, la célébrité floristique du Lautaret, sortant du domaine restreint des hommes de science, est devenue universelle. Et ce coin privilégié attire chaque année des touristes qui viennent non seulement pour admirer le site général, mais aussi la riche parure végétale aux multiples et vives couleurs qui ornent les flancs de ces montagnes. Ce lieu était donc tout indiqué pour l'établissement d'un jardin alpin. Et l'Université de Grenoble, toute désignée pour prendre possession du Lautaret d'un point de vue scientifique. Mon prédécesseur dans la chaire de botanique de la faculté des sciences, le professeur Lachmann, le comprit. Et malgré l'exiguïté des ressources dont il disposait, plein d'espérance dans l'avenir, il fonda à proximité de l'hospice le jardin dont on peut voir encore l'enceinte et les traces, jardin qui ne devait pas tarder à acquérir en France et à l'étranger une juste renommée. Tel fut le point de départ d'une série d'événements qui devaient nous conduire, mesdames et messieurs, à ce beau jour de fête qui nous réunit aujourd'hui. Je suis heureux d'accomplir un premier devoir en évoquant devant vous la grande mémoire du professeur Lachmann. Pendant des années, jusqu'en 1914 où s'achève l'histoire de l'ancien jardin, il veilla sur lui avec sollicitude et prit à sa charge le logement et la pension du jardinier. Je suis heureux de lui adresser ici un témoignage public de reconnaissance. Lorsqu'en 1908, j'ai eu l'honneur de succéder au professeur Lachmann,
Ce n'est pas sans une certaine perplexité que j'ai pris la direction du jardin du Lautaret. Lachmann n'ignorait pas que les ressources dont il disposait n'étaient pas proportionnées à l'œuvre à soutenir. Mais il comptait sur l'avenir, car il caressait un rêve qui a failli devenir une réalité. Tout un projet avait été élaboré par lui, de transfert au Jardin des Plantes du service de la botanique de la Faculté des Sciences. Les plans d'un magnifique bâtiment destiné à l'enseignement de la botanique avaient été dressés par monsieur l'architecte Rome. Le Jardin des Plantes aurait été cédé par la ville de Grenoble à l'université. Le professeur Lachmann se serait donc trouvé ainsi à la tête d'une administration de jardin avec ses crédits et son personnel, sur laquelle serait venu se greffer très naturellement le jardin alpin du Lautaret, dont l'avenir était ainsi assuré. Et ces projets avaient presque abouti. Le conseil municipal avait voté la somme de 200 000 francs, l'État et l'université devaient faire le reste. Mais le 13 juin 1907, la ville de Grenoble recevait de M. Brenier le don d'un magnifique terrain destiné à la construction de l'Institut d'électrotechnique. Il fallait à la ville des ressources pour cette œuvre nouvelle, le terrain devant être utilisé au plus tôt. Le conseil municipal, allant au plus pressé, revint sur son vote en faveur du service de la botanique et affecta les fonds au futur palais de l'électricité. Lachmann, avant de mourir, avait eu le regret de voir l'évanouissement de ses projets et, en prenant sa succession, je me trouvais en face d'un jardin de montagne et d'une caisse vide pour l'entretenir. Je ne vous narrerai pas mes découragements. Je ne vous dirai pas combien de fois, devant la dure nécessité, j'ai senti faillir mon courage. Je me suis vu sur le point d'abandonner l'œuvre du jardin alpin. Mais la célébrité qu'il avait déjà acquise, due surtout à sa situation phytogéographique classique, les services qu'il rendait déjà à la science, me faisaient un devoir de lutter per face et néface pour conserver ce jardin à la faculté des sciences. J'ai consacré mon temps et mes efforts à l'achèvement du jardin que Lachmann n'avait pu terminer, puis à son entretien, en y affectant une bonne partie des très maigres crédits de mon service à la faculté. Mais peu à peu, avec l'importance touristique d'année en année plus grande du Lautaret, les exigences du jardin s'accrurent. L'œuvre prenait un tel développement qu'elle dépassait toutes mes prévisions primitives, et ses besoins, tel un flot grandissant, dépassaient mes pauvres ressources et m'acculaient à ce que l'on pourrait appeler la faillite. Et un certain jour de l'été 1914, je sentis mon courage défaillir tout à fait. Mais soudain, je vis devant moi ma fée. Ses voiles tombèrent, et je reconnus la fée Touring Club, la fée tutélaire des routes, des monts, des sites de France, faisant sienne cette œuvre, mais sur un plan plus vaste. Le Touring Club transporta le jardin alpin sur l'emplacement où nous allons l'admirer dans un instant, et où, sous la main de l'habile artiste paysager qu'est M. Ginet, se sont déroulés bientôt les sentiers aux courbes gracieuses, se sont dressés le rocaille destiné à porter les plus belles fleurs de toutes les montagnes du globe, ont jailli les cascades et coulé les ruisseaux, et dominant le tout, est sorti de terre un pittoresque chalet de style haut-alpin. En parcourant le jardin, vous trouverez 8 massifs rocailleux déjà en grande partie plantés, mais encore jeunes, et qui porteront les plantes caractéristiques des principaux massifs montagneux du globe: Pyrénées, Alpes orientales et Carpates, Caucase et Oural,
Himalaya, Tibet, Altaï, Sibérie, régions arctiques. Un de ces massifs, enfin, résume la flore du Lautaret lui-même. À côté de ces massifs rocailleux, l'ami des plantes pourra étudier, rangés sur 22 plates-bandes et classés en ordre systématique, une collection établie avec un soin judicieux des plantes caractéristiques des Alpes occidentales. Sous l'égide du Touring Club, nous pourrons bientôt, dès que les plantations seront adultes, convoquer à un congrès les savants des nations amies et alliées. Ce 3e congrès international des jardins alpins sera, nous en sommes certains, une belle solennité scientifique digne du Dauphiné, du Touring Club et de l'université. Le pavillon du Touring Club, symbole de sa souveraineté, flotte sur le jardin nouveau, sauveur et continuateur de la pensée universitaire. C'est à l'université que le Touring Club veut bien confier la direction scientifique de l'œuvre. Bientôt seront étudiés les moyens d'assurer son entretien et son avenir. Nous osons espérer que l'université prendra peu à peu cet entretien à sa charge effective financière et que ses couleurs flotteront glorieuses à côté de celles du Touring Club protecteur. Mais j'abuse, messieurs, de votre aimable et bienveillante attention. Veuillez pardonner mes longueurs. Laissez-moi, en terminant, remercier les amis, les savants qui, sans se lasser, sont venus à mon aide en me comblant de leurs dons en plantes précieuses et en graines. L'administration des eaux et forêts, et en particulier celui qui a été auprès de nous son éminent et dévoué mandataire, monsieur l'inspecteur Vernet. Merci à vous, monsieur le président de Fer, qui donnez une si grande part de votre haute et intelligente activité à l'œuvre puissante du Touring Club. Merci enfin à vous, mesdames, à vous tous, messieurs, qui avez eu l'exquise délicatesse de venir ici encourager nos efforts et célébrer avec nous le culte des fleurs de nos montagnes. Et il me semble qu'elles se joignent aussi à moi dans le même sentiment de gratitude, toutes ces fleurs, Terrestria sidera flores. Et ces 3 les plus populaires, la gentiane au bleu profond, le blanc Edelweiss et le rouge rhododendron, qui en une harmonieuse symphonie réalisent les 3 couleurs de notre belle France. Ainsi s'achève notre série Histoire de savoir, mais l'histoire de l'université est vaste. Afin de découvrir ses évolutions au fil du temps, de sa création en 1339 jusqu'au campus universitaire aujourd'hui, ses spécificités, son lien au territoire et à l'industrie, ainsi que les grandes personnalités qui l'ont façonné, n'hésitez pas à pousser prochainement la porte du musée.